Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de cette édition. Nous sommes à J-5 de la fête nationale. La principauté se pare de rouge et de blanc pour accueillir ce bel événement. Nous recevrons à cette occasion Emmanuel Sirod. Ce journaliste à point de vue spécialiste de la famille princière reviendra sur les événements marquants de cette année 2022. Nous vous emmènerons également découvrir l'exposition qui rend hommage à Raoul Gainsbourg, le célèbre metteur en scène. Elle a lieu, vous verrez, au Grimaldi Forum. Et puis on vous dévoilera la belle masterclass d'Alex Jaffré à l'occasion du Monte Carlo Jazz Festival. Et pour finir, comme chaque lundi, nous ferons le point sur tous les résultats sportifs du week-end pour les formations monégasques. La fête nationale se tiendra donc ce samedi 19 novembre, un moment important pour toute la famille princière et pour tous les monégasques. La famille princière qui a eu une année 2022 riche en actualités. Emmanuel Sirod est journaliste à point de vue et il suit la famille princière depuis de nombreuses années. Nous avons le plaisir de le recevoir ce soir. Bonsoir à vous Emmanuel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur Monaco Info pour aborder donc l'année du prince souverain, une année riche marquée par de nombreux événements. Alors en tant que journaliste qui suit la famille princière au quotidien, quel regard portez-vous justement sur cette année 2022 ? Alors comme vous le dites, en effet, c'est une année riche en événements, mais c'est aussi une année de transition. Je dirais que c'est une année où globalement on arrive à retrouver un petit peu la vie qu'il y avait en principauté avant 2020. Alors, un des moments les plus forts en principauté a été incontestablement le retour de la princesse Charlène et la famille princière enfin réunie. C'est vrai que tout le monde l'attendait. Oui, c'était un très bel événement, c'était très émouvant et dès son retour, elle a rapidement pris part après ce moment de convalescence à des événements. On l'a vu tout de suite être sur le podium d'événements sportifs comme le Grand Prix électrique de Monaco et puis un peu plus tard le Grand Prix de Monaco. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui a réjoui les Monégasques et bien au-delà des frontières de la principauté. Vous l'avez dit, la princesse Charlène a dès son retour pris la main sur des anciens dossiers, de nouveaux dossiers importants également à ses yeux, en devenant notamment la présidente de la SPA de Monaco. Voilà, elle a tenu à reprendre en main un petit peu tout ce qui lui tenait à cœur finalement. En effet, il y a pas si longtemps que ça, l'inauguration du nouveau refuge de la SPA, dont elle va prendre la présidence, et puis son attachement aussi à des événements sportifs qui sont dans sa nature, et puis aussi on l'a vu à un moment très émouvant qui était la réouverture du palais princier pour les visites après 2 années d'interruption avec des choses extraordinaires, 600 mètres carrés de fresques de la Renaissance qu'on redécouvre, et le premier jour de l'ouverture au public, eh bien, la princesse Charlène en personne a fait visiter aux premiers visiteurs ces lieux incroyables qu'on découvrait pour la première fois. La famille princière qui a une cote de popularité très importante. Le prince notamment réunit les foules à chacun de ses déplacements. Comment l'expliquer ? Je crois qu'il témoigne, lui et sa famille, de l'incroyable influence de la principauté dans beaucoup de domaines. C'est à la fois, je dirais, quelque chose qui s'exprime dans le domaine du glamour, de la légèreté, du prestige, mais aussi dans une application beaucoup plus grave et beaucoup plus profonde, mais qui va avec sur beaucoup de dossiers comme naturellement l'environnement, qui est cher au cœur du souverain, et puis de faire vivre l'histoire de la principauté qui aussi passionne nos lecteurs. C'est vrai, vous venez de le dire, mais cette année 2022 a aussi été marquée plus que jamais par l'engagement environnemental du prince Albert II. On pense notamment à ce dernier rendez-vous de la COP27 sur le changement climatique. Ça, c'est vraiment son fil conducteur. Oui. Toute l'année a été marquée par le fait qu'il ait pu renouer avec des manifestations qui soient liées à son engagement. Et puis, l'apparition de son livre au mois de juin, L'Homme et l'Océan, donc son premier livre, qui est un témoignage très important, en fait. Et à travers son témoignage, il explique la fragilité de notre monde et il entend transmettre cette conscience aux jeunes générations. Et c'était voilà un des points importants de cette année également. On suit avec Monaco Info évidemment la famille princière au quotidien, vous également. C'est vrai qu'on a l'impression que ça s'arrête jamais pour eux.
Oui. C'est un petit peu à l'aune de l'agenda du souverain qui est très chargé. On sait tous qu'il travaille énormément et qu'il a multiplié les déplacements pour beaucoup de raisons. Je pense notamment à la visite qu'il a effectuée dans beaucoup de sites historiques Grimaldi de Monaco, qui sont ces endroits qui appartiennent à l'histoire de la principauté. On l'a vu en Italie à plusieurs reprises. On l'a vu aussi pour des événements à propos de l'environnement en Espagne, à Lisbonne, en Espagne auprès du roi Philippe VI. Enfin, voilà, l'agenda est toujours en mouvement et la famille princière aussi. Vous suivez dans le cadre de votre métier toute la famille princière, dont les enfants du prince souverain et de la princesse Charlène. Que pensez-vous justement de l'exposition médiatique qui leur est réservée ? Je trouve qu'elle est mesurée et qu'elle s'inscrit toujours dans un élégant mélange de malice, parce qu'on voit ces enfants, ce sont des enfants qui ont un destin. Le prince héritier Jacques, dans l'uniforme des carabiniers, au balcon pour la fête nationale. Il y a déjà l'amorce, et je suis certain que ses parents œuvrent dans ce sens, de la conscience du rôle qu'il aura à prendre plus tard, tout en conservant sa nature d'enfant et en respectant sa vie et son bien-être. Et je n'oublie pas la princesse Gabriella de Monaco, bien sûr, qui est exactement dans la même dynamique. Elle a fait de très beaux événements auprès de sa maman, par exemple, lorsqu'elle a remis un prix sur scène pour le gala pour la mode à Monaco. Voilà, il y a des moments à la fois de complicité et puis qui amorcent déjà l'idée de l'engagement qui sera le leur plus tard. Ça sera ma dernière question. Quels sont les grands dossiers de cette fin d'année 2022 pour la famille princière monégasque ? Alors, bien sûr, cette semaine, la tenue de la fête nationale, qui est un moment important. Et pareil, c'est à la fois un événement très important, un événement d'État, et c'était aussi une grande réunion de famille. Et puis, je pense aussi à ce qui a commencé fin septembre et qui va sans doute nous passionner pour les mois à venir, qui est la célébration du centenaire de la naissance du prince Régnier III. Et le prince Albert II est le président d'honneur, et la princesse Stéphanie est la présidente du comité de commémoration de cet événement dont on reparlera sans doute très prochainement. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Sirotte, d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Je le rappelle, vous êtes journaliste à Point de Vue, le magazine de l'actualité royale. Merci. Et justement, c'est l'une des plus belles traditions de la principauté. Chaque année, les rues et les bâtiments de Monaco s'habillent de drapeaux rouges et blancs pendant la semaine qui précède la fête nationale. Ce matin, c'est la place du Palais qui se faisait une beauté. Yannick Debever et Sylvain Péroumal y étaient regardés. Les employés du service technique de la mairie de Monaco sont à pied d'œuvre pour décorer toutes les rues et bâtiments publics de la principauté. À l'occasion de la fête nationale ce samedi 19 novembre, le pavoisement représente une organisation et un travail minutieux. Nous avons deux équipes. Nous avons une équipe qui travaille la nuit de 2 personnes qui travaille à la nacelle sur toutes les grandes artères où en journée c'est compliqué de mettre les pavoisements sur les candélabres. Et après on a une équipe de jour de 3 ou 4 personnes en fonction de toutes les autres manifestations qu'on a à gérer et qui travaillent aussi sur 8 à 10 jours, voilà, en fonction de la météo. Ces dernières années, le pavoisement ne cesse de prendre de l'ampleur en principauté avec de plus en plus de zones habillées par les drapeaux. L'année dernière, c'est la promenade du Larvoto qui était nouvellement décorée et cette année, c'est le musée de l'automobile qui a droit à ses drapeaux flottants. Toujours plus de travail donc pour les services techniques de la mairie. Alors, période redoutée ou plutôt attendue? Un peu des deux. Un peu des deux parce que je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir faire tout ça. Et depuis quelques années, on a beaucoup agrandi le nombre de rues à pavoiser. Ce qui fait que ça fait beaucoup de travail. Mais je trouve que c'est une grande fierté de voir tous ces drapeaux flotter. Et je trouve que c'est un moment important. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de préparation pour les équipes. Et si la mairie s'occupe de toutes les rues et bâtiments publics, il reste à chaque résident monégasque le plaisir de faire flotter le drapeau rouge et blanc depuis leur appartement. Ce vendredi 11 novembre, le prince Albert II a inauguré une exposition organisée par l'Opéra de Monte-Carlo. Celle consacrée à Raoul Gainsbourg, ce directeur et metteur en scène emblématique, a marqué l'Opéra de Monte-Carlo par son talent et sa longévité. Il aura passé 59 ans à sa tête, un apport inestimable à l'art de la principauté. José Sacré et Julien Laugier étaient sur place pour vous faire découvrir cette exposition.
Au Grimaldi Forum, accueilli par Jean-Louis Grinda, directeur de l'Opéra de Monte-Carlo et initiateur de l'exposition, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, en présence des autorités culturelles de la Principauté et de Cecilia Bartoli, a inauguré l'exposition Raoul Gainsbourg, un personnage emblématique de la direction d'opéra qui a fait de Monte-Carlo une capitale artistique du début du XXe siècle. C'est Albert Ier qui a nommé Gainsbourg à la tête de l'Opéra de Monte-Carlo en 1892 et que justement, ayant été baigné par les histoires de Gainsbourg, mon père ayant débuté en 1947 ici sur la scène de Garnier avec Raoul Gainsbourg qui s'était pris d'amitié pour lui et qui lui a appris beaucoup de choses jusqu'à son départ, eh bien je me sentais un peu redevable en tant que directeur de l'Opéra de Monte-Carlo de faire quelque chose pour lui, d'autant plus que curieusement, la Principauté n'avait jamais honoré de cette façon-là la mémoire de Raoul Gainsbourg, qui fut véritablement un génie, un homme visionnaire, un grand créateur et donc un très grand directeur d'opéra. Il se trouve qu'on a ici la chance à Monaco d'avoir les archives du palais, les archives de la Société des Bains de Mer, celles de la médiathèque, celles du nouveau musée national. Donc la quantité de documents qui a pu être trouvée ici est assez phénoménale. Il y a des pièces absolument uniques. Un manuscrit de Massenet, à des lettres de Saint-Saëns. Enfin, il y a des choses formidables. Et puis ça nous a permis de faire ressortir des costumes, des maquettes de décors de l'époque. Et pour moi, en tant que professionnel du spectacle, c'est une merveilleuse surprise. On a essayé de raconter l'histoire de Raoul Gainsbourg le plus simplement possible. Notre volonté n'était pas de faire une exposition pour les spécialistes de l'opéra, mais vraiment ouverte à tous, en présentant les diverses facettes de cet homme qui était un personnage multiple. Une exposition à retrouver au Grimaldi Forum jusqu'au 27 novembre. Culture toujours dans le cadre du Monte-Carlo Jazz Festival. Alex Jaffré animait ce samedi à l'Ermitage une masterclass sur un thème musical. Pourquoi vous allez enfin aimer le jazz? Frédéric Elion et Lionel Bernardi y ont assisté. C'est quoi le jazz? Une question simple comme point de départ d'une masterclass de plus d'1 heure consacrée à ce genre musical sorti des quartiers de la Nouvelle-Orléans. Sur scène à l'hôtel Hermitage, Alex Jaffré accompagné au piano d'Olivier Decrouille. Dans le cadre du Monte-Carlo Jazz Festival, ce duo retrace l'histoire du jazz, évoque ses plus grands artistes, détaille sa signature rythmique et la structure des morceaux. Là, ce qui était chouette, c'est qu'on sent quand les gens ont envie, déjà, et je pense que les gens qui sont venus avaient envie de rigoler, envie d'écouter de la musique. Il y a 2-3 moments où il y avait beaucoup de calme, parce que les gens d'un seul coup écoutent et se disent « Waouh, je savais pas ». Le jazz, c'est captivant, c'est ce que je raconte aussi un moment dans le spectacle, enfin dans la masterclass, c'est de dire que pendant que nous, en Occident, on écoutait Ravel et Debussy, de l'autre côté de l'Atlantique, il y avait du jazz, et donc c'est quand même incroyable le moment où ces musiques se rejoignent et la grande méconnaissance qu'on a. C'est-à-dire que nous, on a écouté le jazz quand il était déjà né, anobli, alors que le jazz, il a vraiment démarré pas bien. Pour Alex Jaffré, le jazz, c'est harmoniser des mélodies simples. La masterclass s'est terminée par la création d'un morceau avec l'aide du public. Merci beaucoup! On ouvre une page de sport à présent avec, pour commencer, une belle nouvelle pour l'AS Monaco FC. Axel Disasi a été appelé pour participer à la Coupe du Monde. Il remplace Kipembe qui n'est pas encore vraiment rétabli de sa blessure. Le défenseur de l'AS Monaco était attendu dans la journée à Clairefontaine. Il est le 72e joueur monégasque à intégrer la formation française. Félicitations à lui. Hier soir a eu lieu un scénario, il faut le dire, invraisemblable au Stade Louis II avec un match spectaculaire pour boucler la première partie de la saison de Ligue 1. Ce dimanche, l'OM a arraché une victoire au bout du temps additionnel ici à Monaco, en clôture donc de cette 15e journée. Score final 3-2 en faveur des Marseillais. Les Monégasques passeront la trêve internationale à la 6e position du classement général de la Ligue 1 Uber Eats. Au terme d'un match très intense, le Monaco Basket Association est venu à bout de Fétia après prolongation. Elles se sont imposées 72-68 face aux leaders pourtant invaincus jusqu'à présent. Après Mondeville et Calais, le MBA signe ainsi son 3e succès consécutif en championnat et conforte sa 6e place. Prochain rendez-vous pour les Monégasques à Montbrison ce samedi 19 novembre.
Point d'étape avant de refermer cette page de sport sur la route du Rhum avec Boris Herman et son Malaysia Sea Explorer qui se plaçait à la 13e position dans la catégorie IMOCA ce lundi 14 novembre. L'objectif, je vous le rappelle, du navigateur est de se familiariser avec son tout nouveau bateau, une sorte de préparation avant le Vendée Globe 2024. Le mercredi 23 novembre sera marqué par la Journée internationale des droits de l'enfant. C'est une cause à laquelle la famille princière est particulièrement attachée. Cette année, la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports donne rendez-vous aux enfants de la Principauté au centre de loisirs Prince Albert II. Se tiendra une après-midi festive avec beaucoup d'activités et pas mal de surprises. Monique Brinjac et Sandrine Patois vous présentent justement cette journée spéciale. Sachez simplement que la dimension festive, la dimension chaleureuse a été ouvertement accentuée. Nous prévoyons d'accueillir 250 enfants au lieu des 140 que nous recevons traditionnellement. Donc vous voyez que la jauge est beaucoup plus importante parce qu'il est important d'accueillir tous les enfants. Et des enfants pour la cause des enfants, c'est un beau symbole. Nous rassurons bien sûr les parents. Toute la logistique est cadrée, les bus viendront chercher comme à l'accoutumée les enfants auprès des écoles pour les amener ici au centre de loisirs. Et le soir, à 17h30, tout le monde sera de retour à l'école des Rêvoirs, comme cela est traditionnellement le cas. Il va y avoir donc 3 lieux qui vont être occupés au maximum du potentiel. Donc sur les terrains de sport, il y aura de multiples structures gonflables, des nouveautés, des choses qu'on n'a jamais eu l'occasion, nous, de pouvoir avoir ici. Sur l'espace qui est juste derrière, là, il va y avoir une kermesse en folie avec vraiment une multitude de stands. Il va y avoir, nous avons plus le privilège d'accueillir l'association Monaco Goût et Saveur. Donc des chefs seront là vraiment pour partager leur passion avec les enfants. Et après dans le bâtiment, donc dans chaque salle, les enfants auront l'occasion de choisir l'activité qu'ils veulent faire. Il y aura des activités scientifiques, des activités manuelles, de la création, des jeux, de la danse. Il y aura vraiment beaucoup d'activités différentes et variées, et les enfants auront vraiment le choix et le temps de pouvoir aller sur ces différents lieux pour passer un magnifique après-midi. Un dernier mot pour les enfants, venez nombreux parce que de très belles surprises vous attendent et on a de belles synergies à partager pour eux. Voilà, merci. Et pour les parents qui voudraient inscrire leurs enfants, vous avez jusqu'à mercredi soir pour le faire en adressant un mail à l'adresse suivante denjs@gouv.mc. À l'occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets qui aura lieu du 19 au 27 novembre sur le thème du textile durable, la mairie de Monaco se joindra à cette nouvelle édition à travers différentes actions. Parmi les temps forts, une journée donc du textile durable le samedi 26 novembre de 9h à 16h qui se déroulera à la Maison des associations. La mairie organise ainsi une grande braderie textile et offre la possibilité aux Monégasques de vendre ou d'acheter des vêtements de seconde main. Place à la météo maintenant avec vous Yannick de Beuvert. Bonsoir à vous déjà, et est-ce qu'on aura la chance d'avoir du soleil demain? C'est la question. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Malheureusement non, très peu de soleil cette semaine. Les nuages se plaisent en principauté. Ce mardi, nous aurons même droit à un peu de pluie au lever du jour et dans la matinée. Il fera donc très humide avec des températures comprises entre 13 et 15 degrés dans la journée. Ce mardi sera une journée spéciale puisque ce sera la Saint-Albert, la fête de notre souverain. Et pour clore cette édition, je vous laisse sur des clichés signés Stéphane Dana. Il était lui aussi au Grimaldi Forum à l'occasion de l'inauguration de l'exposition consacrée à Raoul Gainsbourg. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, évidemment, pour un nouveau point complet sur l'actualité de la Principauté. Très belle soirée à vous.